Le pétrole circule à travers le détroit d'Ormuz. Le président Trump affirme qu'il contrôle tout et que les Iraniens se dirigent eux-mêmes vers leur propre destruction. Du moins, c'est ce qu'il dit. Mais ce n'est pas le seul message diffusé aujourd'hui. En fait, il y a à peine une heure, d'importantes nouvelles sont tombées, à la fois de Washington et de Téhéran, et elles pourraient bien influencer ce qui va se passer ensuite. Steve Germany, un Commodore britannique, doit nous rejoindre. Nous rencontrons quelques problèmes de connexion, mais dès qu'il sera en ligne, nous l'accueillerons. En attendant, nous ne pouvons pas patienter, car nous avons déjà des informations toutes fraîches. Tout d'abord, le président Trump vient de publier un message sur Truth Social. Il a déclaré, je cite, « Écoutez, dès le départ, le pétrole coule comme jamais auparavant, grâce à la puissance extraordinaire de l'armée des États-Unis. » Un salut tout particulier au secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, au chef d'état-major interarmé, Dan Kuhn, et au commandant du commandement central, Brad Cooper. Grâce à eux et à tous les membres de l'armée la plus puissante du monde, je ne sais pas pourquoi ils continuent à faire ça. Le détroit d'Ormuz, dit-on, est entièrement ouvert à la navigation. C'est d'ailleurs ce que le commandement central a affirmé il y a seulement quelques jours. Le trafic circule. Mais, d'après ce que je vous ai déjà montré, selon les données des observateurs indépendants, il n'y a eu aucun trafic. Je n'ai pas encore vu les chiffres de ce matin, mais au moins jusqu'à hier, sur les 48 heures précédentes, pratiquement rien n'a traversé le détroit. Et le seul navire qui l'a fait est passé par le couloir iranien autorisé au nord du détroit. Et sur le corridor omanais, au sud, celui qu'on a essayé de mettre en place, eh bien jusqu'à hier, rien n'était passé. Apparemment, et je vais continuer à vérifier, Gary, si tu peux trouver des chiffres plus récents ce matin, ajoute-les s'il y en a. Mais franchement, je serais très surpris s'il y avait plus que quelques navires, et il se peut même qu'il n'y en ait pas du tout. En fait, en parlant de ce qui s'est passé ce matin, ce qui rend cette hypothèse assez improbable. Gary, tu peux lancer la vidéo qui s'appelle Fox Report, là en bas. Voilà ce qui s'est passé, d'après Fox, il y a seulement quelques heures. Ce qu'a fait l'Iran dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Il y a eu récemment une série de tirs iraniens contre des navires commerciaux. L'armateur néerlandais Stolt Tankers a confirmé un de ses pétroliers, le Stolt Magnesis, battant pavillon du Liberia, a été touché. L'impact a provoqué un incendie dans la salle des machines. Et quand on observe ces frappes contre des navires commerciaux, on constate souvent qu'ils sont visés précisément à cet endroit, ce qui montre une grande précision de tir de la part des Iraniens. L'équipage a été retrouvé sain et sauf. Les Émirats arabes unis, eux, ont eu 2 pétroliers touchés. Un membre d'équipage a été tué. Alors, sur cette vidéo, comme vous l'avez vu, il y avait une marque dessus. La vidéo date en fait d'hier, mais il y a eu d'autres frappes ce matin. Et là, le président Trump affirme que le pétrole circule, que tous les navires sont ouverts, sauf ceux de l'Iran. Évidemment, ce n'est pas vrai. Le président Trump peut, en mettant en place un blocus, bloquer uniquement les navires qui sortent d'Iran. Il ne peut pas forcer les autres navires à sortir. S'il en était capable, il l'aurait déjà fait. Et vous voyez, peu importe le nombre de nuits consécutives de frappes que le président Trump a ordonnées, la partie iranienne revient toujours en disant « on ne va même pas ralentir ». Nous allons continuer à attaquer tous les navires qui passent sans notre autorisation dans le couloir sud, celui qui traverse les eaux omanaises. Alors, sur quelle base le président peut-il dire ça, tout en adressant tous ses compliments élogieux à différents responsables, alors qu'ils ont complètement échoué à atteindre cet objectif depuis le 2 mars? Nous n'avons jamais réussi à rouvrir le détroit, que ce soit avec 15 000 frappes menées en 40 jours, ou 101 jours, ou 81 autres. Rien de tout ça n'a eu le moindre effet pour maintenir le détroit ouvert.
ni pour le rouvrir. Parce que frapper quelques cibles ici ou là, ça ne change rien. Ce n'est même pas lié à la manière dont la partie iranienne contrôle le détroit. Et bien sûr, il n'y a aucune chance qu'ils le fassent à cause de quelques frappes isolées, de simples piqûres d'aiguille qui ne changent absolument rien à leur contrôle militaire du détroit. Pourtant, c'est bien ce que dit le président Trump. Alors écoutons, on va continuer la liste parce qu'il y a eu d'autres informations de dernière minute ce matin. On va commencer par celle-ci. Elle est assez importante. C'était il y a environ 1 heure. Enfin non, plutôt il y a 2 heures maintenant, vers 9h50. Le Parlement iranien s'apprête à inscrire dans la loi le contrôle total et permanent de Téhéran sur le détroit d'Ormuz. Environ 180 députés exigent l'effondrement complet du protocole d'accord actuel avec les États-Unis, la fin de toute négociation future, et en plus de ça, des mesures de vengeance ou de représailles pour les récentes actions américaines. Alors là, il faut dire, attendez une seconde. Le président Trump affirme que le détroit est ouvert. Le commandement central dit aussi que le détroit est ouvert. Mais les vidéos montrent que ce n'est pas le cas. On y voit des navires qui essayent de passer quand même et qui se font tirer des missiles dessus avant de prendre feu. Et maintenant, du côté iranien, il y a seulement quelques heures, on entend dire « Nous pourrions non seulement avoir le contrôle total du détroit d'Ormuz, et ils ont les moyens militaires de le faire. » C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le président Trump fait cette déclaration. Les Iraniens font la même. Mais qui a vraiment la capacité de tenir parole? Il n'y en a qu'un seul, et c'est les États-Unis. Si c'était possible, on l'aurait déjà fait, et ça n'arrivera pas maintenant. Mais l'Iran dispose de multiples moyens, répartis dans tout le pays, tout le long de la côte, dans toutes les zones proches du littoral. Ils ont toutes sortes de moyens pour y parvenir. Nous, on n'a aucun moyen de les en empêcher, parce qu'il faudrait stopper chacun d'entre eux pour que le détroit reste ouvert, afin que le trafic commercial puisse passer rapidement et à grande échelle. Ça ne sert à rien si quelques navires réussissent à passer et qu'ensuite certains sont détruits, touchés par des missiles ou des drones et prennent feu. Dans ce cas, les autres ne voudront plus s'engager là-dedans. Qui voudrait faire ça? Tu auras de la chance si quelqu'un accepte de s'y plonger. Mais maintenant, on voit bien que le problème est plus large. Ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz. On l'a montré hier dans notre émission avec le professeur Morandi. Il a dit que si les États-Unis ne renoncent pas ou ne reviennent pas sur les sanctions énergétiques imposées au secteur iranien, s'ils ne libèrent pas ces fonds gelés, et si Israël ne se retire pas du Liban, alors il n'y aura même pas de négociation. Voilà ce que le professeur Morandi nous a dit. Il ne fait pas partie du gouvernement iranien. Il a des contacts et des accès là-bas, mais il n'en fait pas partie. Et maintenant, on voit que du côté du gouvernement iranien lui-même, il y a un parlement qui s'apprête à voter pour demander l'effondrement complet du protocole d'accord et la fin de toute négociation future. Ils n'expliquent même pas pourquoi. Ils disent juste « laissez tomber, on n'en veut plus ». Parce qu'ils voient bien qu'en réalité, ils n'ont rien obtenu. On avait d'ailleurs reçu M. Al-Orshid, Nima Al-Orshid, dans notre émission. Lui aussi est iranien, très bien informé, grâce à ses contacts à l'intérieur du pays. Et lui-même, je crois qu'on avait même intitulé l'émission comme ça, « L'Iran n'a rien obtenu ». Donc malgré tout le protocole d'accord qu'ils ont signé, au final, ils n'ont rien eu. Au début, oui, ils ont eu quelque chose, parce qu'ils avaient toute une flotte de navires déjà positionnés, prêts à partir. Dès que le blocus américain a été levé, ils se sont précipités vers la sortie et ils ont pu s'échapper. Je crois qu'ils ont exporté quelque chose comme 50 millions de barils de pétrole, un chiffre énorme qui leur a rapporté une somme considérable. Donc ils ont obtenu ça.
Le président Trump a apparemment mis fin à tout ça maintenant. Ils le savaient, ils s'y attendaient, ils en ont tiré ce qu'ils pouvaient, mais pas plus. Et maintenant, ils disent que vous revenez en arrière. Et du point de vue des Iraniens, le fait d'avoir mis en place ce corridor sud dans les eaux omanaises, c'était en dehors du protocole d'accord. Il n'y avait aucune disposition pour ça dedans. Donc selon eux, nous avons violé le protocole. Et c'est pour ça qu'ils ont ouvert le feu sur les navires qui tentaient de franchir ce qui était prévu dans l'accord. Est-ce que c'est vraiment aux Iraniens de décider ça? Alors ils ont dit, vous savez quoi, laissons tomber. Oublions tout ça. Et ça veut dire qu'on revient à la situation d'après le cessez-le-feu d'avril, avant la signature du protocole d'accord. On est un peu dans une période intermédiaire, un entre-deux. Le président Trump lui-même a déclaré que le cessez-le-feu était terminé et il agit en conséquence. Il a déjà annoncé qu'il y aurait d'autres attaques. Et il faut bien comprendre, comme je vous le répète depuis le début, et jusqu'ici ça s'est vérifié à chaque fois. Quand on frappe l'Iran, il nous frappe en retour, nous et nos intérêts. D'ailleurs, on a ici une vidéo qu'on a trouvée juste avant d'entrer en direct. Je ne peux pas confirmer totalement qu'elle soit authentique, mais selon Grok, en tout cas, ce serait bien une vidéo provenant de Jordanie. Notre base en Jordanie, je crois que je t'en avais parlé à l'époque. La Jordanie affirmait avoir intercepté tous les missiles qui arrivaient. Mais d'après cette vidéo, si on regarde ici, c'est un missile entrant, là, en Jordanie. Et dans un instant, tu vas voir un missile PAC-3 décoller. Oups, il repart aussitôt. Et le missile s'écrase au sol. Et je pense qu'il y en a encore d'autres ici. Donc, on voit des missiles arriver, on voit un PAC-3 partir, mais on ne voit rien être touché. En fait, ce n'est même pas comme dans les exemples que le professeur Ted Postol nous montrait, où le missile frappait l'arrière de l'autre. Là, il n'a rien touché du tout, il est juste passé à côté. Voilà encore une nouvelle preuve que les PAC-3 ne sont tout simplement pas très efficaces. Le missile passe juste à côté. Il n'y a même pas eu de déclenchement de la charge pour tenter de toucher le moteur de la fusée, encore moins l'ogive. Du coup, il tombe au sol et vous l'avez vu s'écraser là-bas. Alors, quand on dit qu'on va attaquer l'Iran, il faut bien comprendre que c'est ce genre de réponse qu'on va recevoir. Et pendant que les installations iraniennes sont enterrées, les nôtres, elles, sont toutes à découvert. Souvenez-vous, je crois que c'était il y a 2 jours, le deuxième des 3 incidents qui se sont produits jusqu'à présent, et il y en aura sans doute un 4e. À ce moment-là, quand les Iraniens ont riposté, ils ont touché certains de nos lanceurs de missiles HIMARS basés au sol. Je crois que c'était au Koweït, si je ne me trompe pas. On a vu beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc pas mal de frappes ont eu lieu en plein milieu de nos zones de véhicules et aussi sur certains lanceurs ici. À chaque fois qu'on fait ce genre d'opération, c'est ce qu'on obtient. Si c'est juste une réponse du type œil pour œil, voilà à quoi ça ressemble. Alors, peu importe ce qu'on frappe en Iran, et le CENTCOM publie toujours ses vidéos en noir et blanc, filmées par les caméras de nos satellites ou de certains drones, selon le cas, on voit toujours beaucoup d'explosions. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce sont des cibles en surface, alors que tout ce qui compte vraiment est sous la surface. Tout ce qui est essentiel pour le contrôle du détroit se trouve sous la surface. On continue de dire que ça va réduire leur capacité à défendre le Golfe. Mais comme je te l'ai déjà dit, il y a tellement de sites dispersés un peu partout dans le pays que frapper quelques cibles ici ou là, ça ne veut littéralement rien dire. L'Iran les remplace aussitôt. Voilà où on en est. C'est le premier point. Revenons, Gary, aux commentaires du président Trump, parce qu'il dit aussi qu'on va maintenant passer à un blocus total. Il a dit « Oui, je vais mettre en place un blocus ». Et si tu peux souligner ce passage, il a précisé « Oui, on aura donc un blocus complet,
mais uniquement sur les navires qui vont vers ou qui viennent des ports iraniens ou qui transportent quoi que ce soit lié à du fret iranien. Et puis il y a ce passage un peu étrange ici. Garde juste ça à l'écran une seconde, Gary. Parlons d'abord du premier point. Cette idée d'imposer un blocus total, mais uniquement sur les navires. Comment, Monsieur le Président? Je veux dire, ce n'est pas une question théorique, c'est très concret. Vous dites que vous allez bloquer les navires iraniens. Sans blague, c'est exactement ce qu'on a fait pendant les quelques mois du précédent blocus. On les a bloqués. Eux, ils ont bloqué tout le reste qui sortait. Donc en fait, on a bloqué leur blocus. Mais au final, rien n'est sorti. Même si de notre côté, on voulait que certaines choses passent, notamment depuis les pays du CCG, on voulait que ça sorte. Eh bien non, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas maintenant, parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Alors pourquoi faire une déclaration qui montre simplement que vous ne savez pas de quoi vous parlez? Tout le monde le voit. Personne n'est dupe. Personne ne croit que ça va changer quoi que ce soit, que ça va libérer le transport maritime ou que d'une manière ou d'une autre, les autres navires vont ressortir alors que l'Iran continue de les faire exploser. Ça n'arrivera pas. Et pourtant, c'est bien ce qu'il prétend. Il en parle encore, il s'en vante devant tout le monde, alors que ces choses-là n'arriveront tout simplement pas. Et puis ça continue. Il dit qu'il a été très critiqué parce qu'il avait annoncé qu'il allait imposer des frais de 20%, en disant « on va maintenant prendre le contrôle de ce commerce et c'est nous qui allons décider qui paie quoi ». Et au passage, ces frais seront de 20%. Évidemment, tous nos alliés, y compris en Europe, ont complètement paniqué. Ils ont dit non, l'Iran ne fait payer, je crois, qu'entre 1 et 2%. Pour ces frais, ça ferait une somme énorme par pétrolier. Et tout le monde a dit non. Alors maintenant, Trump dit, « OK, vous savez quoi? J'ai décidé de remplacer ces 20% par des accords commerciaux et des investissements de plusieurs États du Golfe aux États-Unis. Ces investissements seront énormes, mais en même temps, soi-disant, très bons pour eux et pour leur avenir. Bla bla bla. C'est n'importe quoi. Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Personne ne va dire, d'accord, pour chaque navire que j'envoie, je vais investir quelque chose ici. C'est une taxe. C'est un droit. Que ce soit 20% ou une autre forme d'investissement qu'on pourrait peut-être récupérer un jour, ça reste de l'argent qu'il faut sortir, si jamais ça se fait. Et en réalité, ça ne se fera probablement pas. Donc, probablement, ça va juste provoquer un lever d'yeux au ciel, parce qu'il n'y a aucun navire qui va sortir. Donc, il n'y aura pas de frais à payer, pas d'investissement réalisé. Et nos alliés doivent bien se demander ce qui se passe avec ce type. Pourquoi continue-t-il à faire des déclarations comme ça, complètement déconnectées de la réalité? Pourquoi s'obstine-t-il à lancer ces petites piques jour après jour, comme si ça allait changer quelque chose? Parce qu'en réalité, tout ce que ça fait, c'est maintenir le détroit fermé. Tout ce que ça fait, c'est bloquer la sortie des engrais, de l'hélium, du soufre, du gaz, du pétrole. Et donc, tous ces problèmes qu'il avait pourtant bien identifiés le mois dernier, quand il a signé le protocole d'accord, se retrouvent à nouveau en zone de danger. Eh bien, il y a du nouveau, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Le camp iranien a déclaré que si ce blocus se mettait en place, il y aurait des conséquences. Ce matin déjà, l'Iran a annoncé vouloir fermer complètement le détroit d'Ormuz, la mer d'Oman et la mer Rouge. Le commandant de la marine des gardiens de la Révolution a prévenu que si les États-Unis reprenaient leur blocus naval, l'Iran bloquerait toutes les exportations et importations à travers le golfe Persique, la mer d'Oman et la mer Rouge. Et quand il dit ça, il parle aussi du détroit de Bab el-Mandeb, tout au sud de la mer Rouge, ce qui provoquerait d'énormes perturbations sur le prix mondial du pétrole. D'ailleurs,
Même le Yémen avait déjà évoqué cette possibilité. Et certains experts estiment que ce serait peut-être le facteur qui ferait grimper le baril jusqu'à $200. Trump, lui, risque de ne pas pouvoir s'en sortir facilement. Il ne pourra pas s'en sortir avec des paroles cette fois. Et ensuite, on voit que cet avertissement arrive juste après que Trump et le commandant du CENTCOM ont annoncé le rétablissement de ce blocus naval. Les puissantes forces armées de la République islamique ont déclaré qu'elles n'autoriseraient plus aucune exportation ni importation dans le Golfe Persique, la mer d'Oman et la mer Rouge. Si les Iraniens mettent leurs menaces à exécution, si le président Trump fait de même, eh bien, on a entendu dire que cela devait commencer à 16 heures, heure de la côte Est. Donc dans environ 3 heures et demie. C'est à ce moment-là que la mesure doit entrer en vigueur. Le camp iranien a prévenu, si vous le faites, alors nous aussi, nous agirons. Et quand on parle de neutraliser le voyant, je crois que je peux afficher cette carte ici. Là, sur la droite, on voit le golfe d'Oman. Au centre, bien sûr, le golfe Persique. Et puis un peu sur la gauche de la carte, la mer Rouge. On peut déjà imaginer qu'il va y avoir de gros problèmes, parce que jusqu'à présent, personne n'a parlé de la mer d'Oman. Donc s'ils ajoutent quelque chose de ce côté-là, ça veut dire qu'il y a un oléoduc de contournement, par lequel une grande partie du pétrole des Émirats arabes unis, et d'autres encore, pourraient sortir par la mer d'Oman en évitant le détroit d'Ormuz. Alors, je ne sais pas exactement comment les Iraniens feraient, mais ils ont beaucoup de moyens. Et bien sûr, leur côte s'étend au-delà du détroit d'Ormuz, jusqu'à la zone qui donne sur la mer d'Oman. Alors, ils pourraient dire, vous savez quoi, désormais, tout ce qui sort de ces ports sera aussi pris pour cible. Mais dans ce cas, ils devraient compter sur les Houthis, Ansar Allah, qui viennent du Yémen pour contrôler le Bab el-Mandeb dans la mer Rouge. Et on a déjà vu les dégâts qu'ils peuvent y causer. Ils l'ont fait pendant la guerre à Gaza et ils sont intervenus plusieurs fois là-bas. Donc, si tout ça se réalise, ça va poser un énorme problème. On n'a pas réussi à arrêter les Houthis seuls, quand c'était la seule chose contre laquelle on se battait en 2023 et 2024, si je ne me trompe pas. L'administration Biden comme celle de Trump ont toutes les deux essayé, toutes les deux échoué, et toutes les deux fini par abandonner, parce qu'on a compris que c'était une entreprise vaine, qu'on ne pouvait pas les arrêter. S'ils se réengagent maintenant, on va avoir un gros problème, parce qu'on ne peut pas empêcher ça. Et on ne peut pas non plus stopper ce que font les Iraniens dans le détroit d'Ormuz. Donc là, on parle de problèmes vraiment sérieux. Et tout ça, toute cette situation, c'est évidemment une erreur évitable. Parce que le président Trump est parti en guerre alors qu'il n'aurait pas dû le faire, à un moment où notre sécurité nationale n'était pas menacée. Et après que le premier ministre israélien l'a convaincu que ce serait facile, que ce serait comme la situation au Venezuela. Dès qu'on aurait assassiné le guide suprême, tout irait bien. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Et maintenant, on a l'impression qu'il a fini par reconnaître un peu tard que c'était une erreur et qu'il a signé le mémorandum d'entente. Après avoir tenté le blocus, ça n'a pas marché. Les bombardements de 48 et 49 n'ont pas marché non plus. Alors il s'est dit, bon, cette fois ça devrait marcher. Et en fait, oui, ça aurait pu. Le protocole d'accord, si vous regardez le paragraphe 5, celui que le président Trump a signé, s'il s'en était simplement tenu à ça, tout aurait été bien. Rappelez-vous, le détroit s'était rouvert à environ 1/3, et Trump se vantait de la quantité de pétrole qui passait, sans se rendre compte que la plupart du pétrole qui circulait ces premiers jours dont il se vantait, environ 19 millions de barils, c'était en grande partie du pétrole iranien à destination de la Chine, et ainsi de suite.
Ça a aidé la Chine et ça a aussi aidé l'Iran. Ensuite, le flux s'est maintenu. Il est monté à environ un tiers. Maintenant, si on s'était simplement abstenu d'intervenir en disant « D'accord, le protocole d'accord, paragraphe 5, précise que l'Iran a le contrôle administratif pour garantir la libre circulation du trafic dans le détroit », eh bien, on serait peut-être monté à 50% aujourd'hui, voire 75%. Qui sait où on en serait? Si on avait juste laissé faire les choses, laissé l'inertie suivre son cours. Mais non, on n'a pas pu faire ça, parce que le président Trump s'est impatienté. Il ne voulait plus respecter les termes de l'accord, et je suis sûr qu'il subissait des pressions de la part de tous les faucons de guerre, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël. Alors il a cédé. Il a dit « Non, non, on va mettre en place notre propre corridor. » Et ça n'a aucune valeur. Il faut bien le comprendre aussi. Ça n'a aucune valeur, parce que l'Iran avait dit qu'il ne ferait pas payer de frais pendant 60 jours, mais qu'ils allaient en garder le contrôle administratif. Franchement, qu'est-ce que ça change que ça passe par tel endroit ou par un autre, que ça entre par le sud ou par le nord, du moment que nos navires peuvent sortir? C'est la seule chose qui comptait. Si notre politique était guidée par un peu de logique et de bon sens, c'est exactement ce qu'on aurait fait. Et puis on s'est mis à s'inquiéter de certains autres paragraphes, de ce qui allait se passer à la fin des 60 jours et tout le reste. Mais le plus important pour notre économie, pour notre bien-être, et même pour notre sécurité nationale, en réalité. Parce que maintenant, on est retombé dans ces échanges coup pour coup, et là, on en est déjà à 4. Je ne sais pas combien de missiles ont été tirés la dernière fois, mais on continue d'épuiser ce qu'on a déjà. Il faut bien comprendre que chaque fois qu'on tire un de ces missiles, il faut beaucoup de temps pour le remplacer. Et ça ne va pas se faire de sitôt. Donc tous ces tirs, quand on en lance 100 dans une nuit, 80 dans une autre, et je ne sais pas combien la nuit dernière, on ne fait que réduire nos réserves. En même temps, comme le pétrole est maintenant bloqué et qu'on continue dans cette logique, on n'en est même plus au tiers. C'est pratiquement réduit à un filet. Et du coup, notre réserve stratégique de pétrole devient de plus en plus petite. Par simple inertie, ce qui nous reste maintenant, c'est la probabilité qu'on n'exporte plus du tout. Et j'ai pas encore vu les chiffres de ce matin. Je n'ai pas réussi à les trouver à temps. Soit on arrête d'exporter du pétrole, c'était environ 800 000 barils par jour, soit on continue. Et dans ce cas, on va puiser, oui, on va puiser dans nos réserves stratégiques de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, je crois, 200 et quelques millions de barils ou quelque chose comme ça, une grande partie du pétrole de la réserve stratégique qui était mise de côté uniquement pour un usage militaire. Pour le diesel, le kérosène, ce genre de carburant dont on aurait besoin en cas de blocage externe de l'approvisionnement, pour ne pas se retrouver à court, pour pouvoir continuer à agir pendant un certain temps. Le chiffre, si je ne me trompe pas, c'était 230. Eh bien, comme l'a dit Chris Martinson dans notre émission, selon ses calculs, tout ça aurait dû se terminer vers le 11 ou le 12 juillet. Et je n'ai pas réussi à savoir ce qui s'est passé ensuite. Mais bon, on est le 14 juillet, et maintenant tout est à l'arrêt depuis quelques jours. Ou alors, il n'y a plus qu'un mince filet, voire plus rien du tout qui sort. Donc, ça veut dire soit qu'on a arrêté d'en exporter, soit qu'on continue à en exporter, mais qu'on puise maintenant dans nos réserves d'urgence. Et dans ce cas, on affaiblit notre capacité militaire stratégique. On épuise nos missiles. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas sans conséquence. Le président Trump agit comme si c'était littéralement un jeu, comme un jeu vidéo. Il se dit qu'il peut simplement lancer quelques missiles par ici. Mais vous voyez, ça a un impact réel sur nos troupes. Ça a un impact concret sur nos installations
et potentiellement sur nos forces de missiles, notamment avec les systèmes HIMARS. Et tout ça touche aussi à notre sécurité économique nationale. Parce que maintenant, tous les problèmes dont le président Trump parlait, avec le risque de retomber dans une dépression, reviennent sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de revenir en arrière et de faire tout ce qu'il faut pour rouvrir la situation, on se retrouve maintenant dans un contexte où les choses empirent encore. Et maintenant, le détroit va être fermé. Mais il se peut qu'un autre passage pétrolier, le Bab el-Mandeb et la mer Rouge, s'ajoutent à la liste. Donc, s'il essaie de montrer à quel point il est dur en rétablissant le blocus, ce ne sera peut-être pas comme la première fois. Cette fois, ça pourrait être pire, et le prix à payer pourrait être plus lourd. Et quoi qu'il décide de frapper ce soir, il y aura quelque chose de touché demain matin. Autrement dit, quelque chose qui est encore intact en ce moment. Et peut-être même certains de nos soldats encore en vie ne le seront peut-être plus dans 24 heures à cause de l'arrogance du président Trump. Et il nous fait du tort sous tous les angles possibles. Alors, il reçoit pas mal d'aide, parce que beaucoup d'autres personnes veulent aussi faire certaines choses ici. Et elles l'encouragent à aller toujours plus loin dans une mauvaise direction. D'abord, avant même de parler de ce que disent certains de ces autres acteurs, regardons ce que le président Trump exige. Franchement, c'est l'une des choses les plus étranges que j'ai vues. Et pourtant, j'en ai vu des bizarres. Mais celle-là, c'est peut-être la plus étrange. Parce que, malgré tous les dégâts qu'on a vus depuis le début de cette guerre, malgré tout ce qui a été touché, les Saoudiens, les Qataris, le Yémen, les Émirats arabes unis, bref, tout ce qui concerne nos alliés qui ont été frappés, le président Trump veut un remboursement. Je veux être remboursé parce qu'on protège une partie du monde qui est très riche. On dépense de l'argent. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on va être remboursé pour cette protection. On protège des pays qu'on aide. Par exemple, regardez ces 5 pays. Il y a l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, comme je le dis toujours, le Bahreïn, et d'ailleurs il y en a d'autres. Il y a le Koweït, et d'autres encore. Et eux, ils s'en sortent très bien. Mais on pense qu'il est normal qu'on n'ait pas besoin d'eux. Vous savez, on a plus de pétrole que n'importe quel autre pays au monde, surtout si on ajoute le Venezuela, qui est incroyable, avec d'énormes réserves de pétrole qu'on contrôle. Et ça, franchement, ça n'a aucun sens pour moi. Donc, vous dites, je veux être remboursé pour avoir protégé toutes ces personnes, alors que vous n'avez protégé personne. Sur quelle base peut-on dire ça? Et maintenant, on apprend qu'il est en train de s'éloigner de cette histoire de remboursement. Oui. Bon, voilà, c'est dit. Je suppose que j'étais pas le seul à trouver ça vraiment bizarre. Parce que franchement, les erreurs évitables n'en finissent pas. C'était complètement idiot de dire « je vais prendre le contrôle de ce détroit et on va imposer une taxe de 20%. » Non, tu vas pas le faire. Tu ne l'as jamais pu. Tu n'as pas la capacité militaire de prendre le contrôle du détroit. Si tu l'avais eu, tu l'aurais fait pendant les 40 jours et on n'aurait même pas besoin d'avoir cette discussion. Si le détroit était ouvert, personne n'aurait besoin de le contrôler. Mais comme on n'arrive pas à faire reculer l'Iran, quelqu'un doit intervenir militairement. Sauf qu'on n'a ni les moyens, ni les ressources pour le faire. Point final. Je veux dire, il faudrait une force énorme, du genre débarquement de Normandie, pour que ce soit même envisageable. Bien sûr, ce serait complètement fou de rassembler une telle armée, parce qu'on parlerait probablement de centaines de milliers de pertes, des centaines de milliers. Et on échouerait sans doute quand même. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc tout ça, c'était du n'importe quoi. Ensuite, il a pris quelques critiques. Et donc,
On en revient au même genre de discours qu'avec Trump. Bon, alors il a dit, d'accord, oublions les 20%, on va juste faire un investissement. Et la réaction que j'ai eue, celle que je viens de vous montrer, eh bien, visiblement, d'autres ont eu la même. Ils ont dit non, on ne va rien vous rembourser. Vous ne l'avez même pas fait. Et maintenant, il veut revenir en arrière là-dessus. Eh bien, une partie de la raison pour laquelle il a peut-être pris cette direction, c'est le général Jack Keane. Vous savez, celui qui donne toujours de mauvais conseils ici, des choses impossibles à atteindre sur le plan militaire. Et même s'il porte encore le prestige de ses 4 étoiles de général à la retraite, les gens l'écoutent, alors que ses conseils ont été affreusement, follement mauvais et régulièrement prouvés faux, aussi bien dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine que dans celle entre les États-Unis et l'Iran. Mais rien de tout ça ne l'a fait plier. En fait, il disait en gros à l'Arabie Saoudite, « Arrêtez de vous plaindre ». La bataille pour le détroit d'Ormuz est en cours et il faudra un certain temps pour atteindre notre objectif. En réalité, tout tourne autour de 2 choses. D'abord, il faut neutraliser leurs capacités dans la zone du détroit pour les empêcher d'y interférer. Évidemment, cela veut dire s'attaquer à leurs vedettes rapides, à leurs drones, à leurs missiles anti-navires, mais aussi à leur système de contrôle et de détection. On parle ici des radars, du commandement et du contrôle, de toute l'infrastructure logistique qui soutient l'ensemble. Les frappes qui ont lieu principalement sur la côte du détroit d'Ormuz, c'est une phase majeure de cette opération. Et il faut du temps pour gérer une telle ampleur. Souvenez-vous, on avait déjà lancé cette opération une première fois. On l'avait appelée Projet Freedom. Et le président l'a arrêté à la 36e heure, après que l'Arabie Saoudite et d'autres lui ont demandé d'y mettre fin, en disant qu'ils allaient riposter contre nous. Et franchement, quel manque de courage à ce moment-là. Cela fait des décennies que nous assurons leur sécurité, et il est grand temps qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils s'impliquent un peu eux aussi. Quoi? Il est grand temps qu'ils se bougent un peu et qu'ils prennent des risques eux aussi. Vous plaisantez? Vous avez vu les frappes de missiles qu'ils ont déjà subies? Leur peau, elle a déjà brûlé. Et croyez-moi, ils ne restent pas les bras croisés. Ils ne le prennent pas bien du tout. À mon avis, c'est probablement eux qui ont le plus résisté à cette histoire des 20% et ensuite à toute idée de remboursement. Et c'est pour ça que le président Trump a changé d'avis. Franchement, je ne sais pas ce qui ne va pas chez ces gens-là. Cette mentalité, c'est celle d'une élite en déclin, mais qui garde encore du pouvoir. Je pense que ces élites commencent à s'effondrer, parce que les gens ne les écoutent plus. Ils se sont tellement trompés pendant tellement longtemps que maintenant, c'est impossible de le cacher. Et encore, un vieux fossile qui, d'une façon ou d'une autre, arrive encore à passer à l'antenne sur les grands médias comme Fox News. Peut-être même que c'est le seul endroit où on le voit encore. Mais si je vous le montre ici, c'est Newt Gingrich. C'est parce qu'il incarne toute cette espèce en voie de disparition, accroché de toutes ses forces à l'ancien monde, à cette époque où il décidait de tout. Comme si on était encore en 1992, où il pouvait faire ce qu'il voulait, sans que personne ne réagisse. Et si quelqu'un osait, eh bien on le faisait exploser et c'était fini. Sauf que ça ne marche plus. Mais lui, il n'arrive pas à le voir. Alors voilà, hier, Newt Gingrich parlait, en gros, comme si Trump était un génie. Quand Abraham Lincoln est devenu président et que le Sud a fait sécession, le général en chef lui a présenté ce qu'il appelait la stratégie de l'anaconda. L'idée était d'encercler peu à peu la rébellion et de l'écraser. Eh bien, si on regarde semaine après semaine, nos alliés se fâchent contre l'Iran,
pas contre nous. Les Iraniens perdent progressivement de la puissance et des moyens. Nous les contraignons. Et je pense qu'ils sont en plein milieu d'une énorme lutte interne, entre une faction qui veut désespérément un accord et une autre qui veut à tout prix maintenir l'ancienne dictature. Le président avance plus lentement que je ne le souhaiterais, mais il avance de façon méthodique, en disant « Écoutez, je ferai ce qu'il faut ». Et c'est aux Iraniens de décider jusqu'où il faudra aller. Tu sais quoi? Tu as en partie raison sur ce dernier point. Les Iraniens décident, oui, mais la question, c'est pas combien eux peuvent supporter. C'est combien toi tu peux supporter. Combien nous, on peut supporter. Et on est déjà en train d'atteindre cette limite. Et toute cette idée qu'il y aurait plein de conflits à l'intérieur de l'Iran, et que tu trouves ça bien d'une certaine façon, non, c'est pas bien. Il y a des conflits en Iran, tu as encore partiellement raison là-dessus. Mais le but, c'est pas de rendre le gouvernement ingérable. C'est que le peuple fasse pression sur le gouvernement pour lui dire « vous n'en avez pas fait assez ». Pourquoi avoir publié quoi que ce soit? Et ça nous ramène à cette idée selon laquelle leur Parlement pourrait décider, par exemple, de supprimer le protocole d'accord. C'est vraiment ça que vous voulez. Ou bien qu'ils annoncent « on va fermer toutes ces zones-là ». Alors, il y a littéralement quelques minutes, Gary, si tu peux l'afficher à l'écran, le professeur Morandi vient de m'envoyer ceci. Il m'a dit « voici la nouvelle carte ». C'est ce que les Iraniens disent être la zone qu'ils contrôleraient si ce blocus entrait en vigueur. S'il peut le faire. Désolé, je lance un petit défi à Gary là. Manowari sur Things Profile. D'accord. Oui, j'ai reçu ça par texto, donc j'ai pas pu, enfin tu vois ce que je veux dire, j'ai pas eu le temps de le mettre à jour. Bref, le point essentiel, c'est que maintenant, pour la première fois, ça ne concerne plus seulement le détroit d'Ormuz, mais que ça s'étend jusqu'à la mer d'Oman. Et plus précisément, je crois que ça couvre ce qu'on appelle le port de Fujairah, d'où les Émirats arabes unis faisaient sortir une grande partie de leur pétrole. Donc les Iraniens disent, vous mettez en place ce blocus? Très bien. Eh bien, non seulement on va bloquer ce qu'on bloquait déjà, mais on va aussi bloquer le port de Fujairah pour que vous ne puissiez plus rien faire sortir. Et là-bas, il y avait, je crois, environ 3 à 4 millions de barils par jour qui sortaient. Et encore 3 à 4 millions qui passaient par le Bab el-Mandeb. Alors, si on ajoute encore celui-là, là on parle d'une perturbation vraiment majeure. Et bien sûr, ça aurait des conséquences négatives pour tout le monde, pas seulement pour les États-Unis. Je vous le dis, cette vieille garde, il faut qu'elle parte, et vite. Il faut les mettre à la retraite, les renvoyer chez eux, avec honte, parce que les conseils que ces types donnent nous font du tort, puisque le président Trump les écoute. Et quand il agit de cette façon, ça nous nuit encore davantage. Et maintenant, on est passé d'un tiers du détroit d'Ormuz, encore ouvert, à une situation où si ce blocus se met en place, il y aura encore plus de zones fermées qu'avant. Alors, il s'est déjà exprimé tout à l'heure sur ces 20%, sur cette question de remboursement. Peut-être qu'il prendra aussi la parole sur ce sujet-là. On ne peut qu'espérer, parce que c'est exactement ce qu'il doit faire. Il ne faut pas mettre ce blocage en place. Ce serait mauvais pour l'économie américaine, mauvais aussi pour l'économie mondiale, et ça mettrait en danger toute possibilité d'un protocole d'accord. Je vous ai montré que le Parlement envisageait de le voter. Le professeur Morandi m'a envoyé un message à l'instant pour me dire qu'il doute qu'il le fasse, parce qu'il n'en voit tout simplement pas la nécessité. J'imagine qu'ils veulent garder cette possibilité ouverte. Si Trump continue d'en parler, puis finit par reconnaître les faits, ils n'auront pas besoin d'y revenir. Je ne sais pas. C'est son opinion. C'est aussi, apparemment,
l'opinion de certains sur ce que le Parlement va faire. Beaucoup de parlementaires, et les plus bruyants surtout, partagent ce point de vue. On verra bien comment tout ça va se passer. Mais tout ça, c'est mauvais, parce que ce sont encore des erreurs évitables commises par les États-Unis, et ça nous nuit. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps de remettre un peu d'ordre, d'accepter la réalité, de reconnaître qu'il y a des limites à notre pouvoir. On sait bien que ce n'est plus 1992 et qu'il y a d'autres acteurs dans le monde qui ont leur propre pouvoir de décision. Alors arrêtons de leur donner raison. Reconnaissons-le simplement. Tirons un trait sur tout ça. Leçon apprise, qu'on se débarrasse de ces vieux fossiles, qu'on arrête de les écouter, qu'on fasse venir des gens qui parlent avec bon sens et logique. Et il y en a beaucoup. Dans le gouvernement, dans les services de renseignement, dans l'armée, même à la Maison-Blanche. Je le sais. Je sais qu'il y en a qui donnent de bons conseils. Écoutez-les, tant qu'il est encore temps. N'attendez pas que le Bab el-Mandeb soit fermé. N'attendez pas non plus de découvrir si Fujairah va être bloqué à son tour. Ça va poser d'énormes problèmes. Ne le faites tout simplement pas. On vous tiendra au courant de ce qui se passe. On est arrivé ici en une quinzaine de minutes. Et pour la première fois, on va recevoir le docteur Ron Paul. Il va parler de beaucoup de choses liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais sous un angle que vous n'avez peut-être jamais entendu. Il va montrer comment beaucoup de nos réflexes hérités de la guerre froide. J'ai d'ailleurs mentionné que certains de ces vieux schémas de pensée datent d'environ 1992, condamnent aujourd'hui nos politiques vis-à-vis de la Russie et où tout cela risque de nous mener. Et puis, on aura encore une autre émission cet après-midi. On va retrouver Mike Adams, le Health Ranger. Il va nous parler des effets de second et de troisième ordre de ce qui se passe, ou plutôt de ce qui va se passer. Mais si Trump met en place ce blocus, il va expliquer qu'il y a plus de problèmes qu'on ne l'imagine pour la suite. Ce sera cet après-midi à 15h. Donc, dans environ 15 minutes, et puis à 15h. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien, abonnez-vous, mettez un like et envoyez cette émission à quelqu'un qui compte pour vous. And send this to somebody you care about.